Bonjour à tous, je m'appelle Vinciane Diric. Je travaille pour la division géotechnique, structure et béton du CSTC. Et lors de ce webinaire, je vais vous présenter ce que l'on entend par la cure du béton, pourquoi il faut en faire une, comment et pendant combien de temps. La cure du béton, c'est en fait la protection du béton contre la dessiccation qui est due à l'évaporation de l'eau. Pourquoi devons-nous protéger le béton de la dessiccation? La première conséquence de cette dessiccation, c'est que quand l'eau s'évapore du béton, il y a un risque de ne plus avoir assez d'eau pour la réaction entre l'eau et le ciment. C'est cette réaction d'hydratation qui permet le durcissement du béton. Sur ce schéma, on voit deux grains de ciment entourés d'eau. Au fur et à mesure de la réaction du ciment, on voit des hydrates qui se forment entre les grains et qui donnent ainsi lieu à un réseau qui contribue au développement de la résistance. Donc, s'il n'y a plus assez d'eau, le développement de la résistance du béton va s'arrêter. La surface devient alors poussiéreuse et pulvérulente, puisqu'il n'y a plus suffisamment de cohésion entre les granulats fins. Cette pulvérulence de la surface conduit alors à une mauvaise durabilité. On va avoir un enrobage des armatures peu résistant à l'entrée des matières agressives, une résistance faible à l'usure et une influence sur l'apparence esthétique, vu qu'une surface avec une structure poreuse sera d'autant plus salissante. Une autre conséquence de la dessiccation est la formation de fissures. L'évaporation de l'eau du béton entraîne un retrait, c'est-à-dire une réduction de volume, et cette diminution de volume engendre des contraintes de traction que le béton ne peut reprendre, ce qui entraîne la formation de fissures. Ces fissures constituent alors des chemins d'entrée pour les matières agressives qui peuvent menacer la durabilité du béton. On voit ici le craquelé typique des fissures dues au retrait. Le risque est particulièrement grand dans le cas des surfaces planes horizontales, routes, revêtements de sol industriels, etc., étant donné leur rapport surface-volume élevé. Donc, en résumé, la dessiccation du béton entraîne différents phénomènes qui auront un impact sur la résistance, la durabilité et l'esthétique du béton. C'est pour cela qu'une protection est nécessaire contre ces dessiccations, c'est la cure. Comment réaliser cette cure? C'est-à-dire comment limiter l'évaporation de l'eau à la surface du béton. La cure doit débuter le plus tôt possible, après le serrage ou la finition de surface. Différentes méthodes conviennent pour la cure, nous allons les passer en revue maintenant. Première méthode, le maintien du coffrage en place. Le recouvrement de la surface du béton par des bâches est une autre méthode de cure. Il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de courant d'air entre le béton et la bâche pour éviter un effet de cheminée qui engendrerait un dessèchement accéléré. Les bords des bâches doivent se superposer complètement, de sorte que l'air ne puisse passer en dessous. Et il faut les lester pour qu'elles ne s'envolent pas. En choisissant une couleur déterminée, on peut favoriser de repousser la chaleur, dans le cas par exemple de couleurs claires ou réfléchissantes, ou au contraire de l'accumuler lorsqu'on a des couleurs foncées. La surface du béton peut également être recouverte de matériaux conservant l'humidité, maintenus humides en continu par pulvérisation. On peut utiliser du sable, des toiles de jute, des nappes de roseau. Si on utilise du sable, il faudra une épaisseur minimale de 25 mm. Ces matériaux ne peuvent contenir aucune matière susceptible d'attaquer la surface du béton. On peut également asperger la surface du béton avec de l'eau. Il faudra alors que celle-ci soit en permanence humide. Il faudra faire attention à ne pas marquer la surface du béton avec des gouttes qui seraient trop grosses et également éviter que cette surface soit brusquement refroidie par la pulvérisation d'eau. Il faudra également faire attention à la composition de l'eau. Certaines eaux ne conviennent pas pour la cure, comme par exemple l'eau de mer qui contient des chlorures qui pourraient donner lieu à une corrosion des armatures du béton, dans le cas du béton armé ou précontraint. Même chose, de l'eau qui contient des sulfates ne convient pas et si elle a une teneur en fer élevée, elle pourrait conduire à décoloration de la surface du béton.
Enfin, une dernière méthode, les produits de cure. Ce sont des résines pulvérisées qui forment un film continu à la surface du béton pour empêcher l'évaporation de l'eau. L'utilisation des produits de cure avec efficacité déclarée et mesurée selon l'essai décrit dans la PTV 501 est fortement recommandée. Il devrait contenir un colorant permettant d'évaluer l'épandage. Il devrait être de teinte claire afin de réfléchir les rayons solaires. Il faut savoir que les produits de cure doivent en général être enlevés avant l'application d'une peinture, d'un plafonnage ou de tout autre revêtement nécessitant une certaine adhérence. Alors, pendant combien de temps réaliser cette cure? Dans la NBN B15 400, qui est le complément national belge de la norme exécution des structures en béton, on trouve les recommandations suivantes. Si le béton est en classe d'environnement EI, c'est-à-dire intérieur sec, la durée de cure est de 12 heures, sauf s'il s'agit de sol industriel ou de béton avec des qualités de surface élevées. Dans ces derniers cas, et pour toute autre classe d'environnement, la norme donne un tableau avec les durées de cure en fonction de différents paramètres. On voit que ces durées de cure vont de 1 jour à 15 jours. Et donc les paramètres sont les conditions ambiantes, qui sont liées à l'exposition au soleil et au vent et l'humidité de l'air. On comprend évidemment que ce sont des paramètres qui vont influencer l'évaporation de l'eau du béton, la température à la surface du béton et l'évolution de la résistance du béton qui peut être rapide, moyenne, lente ou très lente. Alors, comment on va déterminer cette évolution de la résistance du béton? Pour cela, la norme donne le flowchart ici présenté sur ce slide. La première question à se poser, est-ce qu'on dispose du rapport des résistances de 2 à 28 jours du béton? Si oui, ce tableau donne en fonction des rapports des résistances de 2 à 28 jours du béton les évolutions de la résistance du béton. Par exemple, si ce rapport est de 0,4, on voit qu'on a une évolution de la résistance du béton moyenne. Si on ne dispose pas du rapport des résistances de 2 à 28 jours du béton, on regarde si on utilise des additions de type 2, c'est-à-dire par exemple des cendres volantes. Cette information se trouve sur le bon de livraison. Si on a des additions de type 2, alors l'évolution de la résistance du béton est considérée comme lente ou très lente. Sinon, alors on regarde si on a le rapport des résistances en compression de 2 à 28 jours du ciment. Si oui, on va utiliser le même tableau que celui déjà montré précédemment. Donc, on a ici le tableau qui donne, en fonction des résistances de 2 à 28 jours du ciment, l'évolution de la résistance du béton. Si nous n'avons aucune des informations précédentes, on regarde si on connaît le ciment qui est utilisé dans le béton. Si oui, on utilise le tableau 2. Ce tableau donne, en fonction des différents ciments les plus couramment utilisés en Belgique, les évolutions de la résistance du béton. On voit que dans le cas du CM3A 42,5N, qui est un ciment très couramment utilisé sur chantier en Belgique, que l'évolution de la résistance du béton est de type moyenne. Si nous n'avons aucune des informations précédentes, alors il faudra considérer que l'évolution du béton est de type très lente. Nous allons regarder maintenant un exemple pour illustrer comment déterminer la durée de cure. Quelle est la durée de cure minimale d'un béton confectionné à partir d'un ciment CEM3A 42,5N sans addition de cendres volantes, sachant que la température à la surface du béton se situe autour de 8 degrés et que les conditions ambiantes sont bonnes pour la cure? Il n'y a pas de soleil et de vent. L'ouvrage en béton est une paroi extérieure soumise à la pluie et au gel. Quelles sont les informations importantes pour la suite? Le type de ciment, CEM3A 42,5N. Y a-t-il ou non des additions? Il n'y en a pas dans ce cas-ci.
la température à la surface du béton, 8 degrés, les conditions ambiantes, pas de soleil et de vent, et enfin de quel type d'ouvrage on parle, ici une paroi extérieure. C'est une paroi extérieure, donc on n'utilise pas la durée de 12 heures qui est donnée pour les classes d'environnement intérieur sec. Nous allons utiliser le tableau qui reprend les différentes durées de cure en fonction de l'évolution de la résistance du béton. Donc on va déterminer cette évolution de la résistance du béton. Est-ce qu'on a le rapport des résistances de 2 à 28 joules du béton? Non. Y a-t-il des additions de type 2? Non, il n'y a pas de cendre volante, on l'a vu. Est-ce qu'on a le rapport des résistances de 2 à 28 joules du ciment? Non. Connaît-on le ciment utilisé? Oui. C'est un CEM3 à 42,5 N, donc l'évolution est de type moyenne. Donc on reprend les différentes données, conditions ambiantes bonnes, température inférieure à 10 degrés, évolution de la résistance moyenne. Nous avons donc une durée de cure appliquée de 4 jours. Voilà qui termine mon exposé sur la cure. Pour plus d'informations, je vous conseille de consulter le site de l'antenne norme béton mortier granulat qui se trouve sur le lien donné ici, sur ce slide. Vous y trouverez des fiches, des articles, etc. sur les normes dans le domaine du béton et notamment les normes exécution qui sont les normes qui définissent les règles sur la cure et la protection du béton. Vous trouverez également des articles sur le sujet sur le site du CSTC. Je voudrais enfin vous signaler qu'une future note d'information technique sur l'exécution des structures en béton, détaillant également la cure du béton, est prévue pour cette année. Je vous remercie pour votre attention.